Donc c'est ça, ce matin vous avez travaillé sur la classe du futur, sur comment on aimerait que ça soit dans 20 ans, 10 ans, 30 ans. La pédagogie inclusive, de la manière qu'on la voit, c'est les étapes qu'on peut faire aujourd'hui qui peuvent nous permettre de se rendre à ce rêve-là qu'on peut avoir. Donc, on peut rêver pour demain, mais il faut se donner des moyens concrets pour se rendre et pour actualiser ce rêve-là dans notre réalité d'aujourd'hui. Le précédent conférencier disait qu'il fallait s'inscrire dans la société dans laquelle on est présentement. Donc, c'est toujours important, en effet, de ne pas oublier dans quel monde on est. Donc, on veut les amener à un nouveau monde, on veut créer des nouveaux réseaux de concepts et de réflexion chez nos étudiants, mais il ne faut pas oublier non plus qu'ils vont vivre dans le monde dans lequel on est présentement, donc qu'il y ait ce pont-là qui soit créé. La pédagogie inclusive, c'est une question surtout de perspective. Donc, on appelle ça pédagogie inclusive, mais en réalité, c'est des pratiques qui existent déjà ou qui ont été développées ou que vous faites probablement déjà, mais qu'on regroupe sous cette appellation de pédagogie inclusive pour un peu mieux les réfléchir. Parce que dans le fond, il y a eu un changement de paradigme éducatif récemment. Donc, on est passé du paradigme de l'enseignement où le prof était détenteur de tout le savoir et l'étudiant était page blanche que l'on devait remplir de nos grands savoirs, vers le paradigme de l'apprentissage où là, on se rend compte qu'on est d'individu à individu et on est tous dans un processus d'apprentissage et d'évolution. Et donc, on cherche à donner les meilleurs outils possibles à nos apprenants et à les accompagner de la manière la plus efficiente et efficace possible pour leur permettre d'atteindre les compétences. Donc, c'est pas... il y a eu un petit shift qui s'est fait parce que la pédagogie inclusive est rentrée dans les collèges à travers les accommodements pour les étudiants en situation de handicap. Donc, il y a eu tout ce haut-là et ce braquage-là de certains qui disaient, oui, mais là, dans le fond, on leur donne des béquilles et puis ils ne pourront pas arriver à la compétence. La pédagogie inclusive ne cherche pas à faire ça. Soyez rassurés. Donc, ça, c'est certain que ce n'est pas vers ça qu'on cherche à aller. Bien au contraire, on cherche à donner les meilleurs outils et à présenter nos matières de différentes manières pour répondre aux différents types d'apprenants. Donc, ce n'est pas une question de béquilles ou pas de béquilles, c'est une question de donner les outils à un étudiant pour qu'il puisse atteindre la compétence. On va voir plus tard, je ne brûlerai pas mes trucs. Donc, votre réalité. Vous êtes prof devant une classe, vous avez toutes sortes d'étudiants. Vous avez des étudiants qui sont super stimulés, déjà motivés, qui en demandent. On a des étudiants qui sont complètement désorganisés, des anxieux, des dyslexiques ou certains avec des troubles d'apprentissage ou tout simplement quelqu'un qui a une mauvaise journée, qui s'est chicané ou qui a des problèmes avec sa famille ou donc des réalités comme ça. Et ça, on a tous affaire à ces étudiants-là. On a tous affaire à ces différences-là à l'intérieur même de nos classes. Donc, toutes ces personnes-là n'apprennent pas de la même manière. Et on ne peut pas s'attendre qu'en leur donnant une seule manière d'enseigner, qu'à travers une seule manière d'enseigner, tous ces gens-là vont pouvoir atteindre la compétence. Donc, c'est ça. Les parcours scolaires peuvent être différents, les difficultés d'apprentissage, les situations de handicap, les mauvaises journées, les origines culturelles différentes. On voit de plus en plus des étudiants étrangers, donc on en parlait avec François, mais c'est des réalités qu'on voit un peu partout. À table, c'est beaucoup d'étudiants qui viennent de Chine. Dans un de mes cours, donc j'en ai un étudiant qui vient de Chine et son anglais n'est pas très bon. Quand je lui pose des questions, il dit oui, j'ai compris, puis après ça, on se rend bien compte qu'il n'a pas compris. Donc, toutes ces choses-là, ces barrières-là, la pédagogie inclusive cherche à trouver des façons créatives de les contourner ou de les renverser ou de passer par-dessus. Donc, la pédagogie inclusive, c'est tout d'abord une pédagogie à l'intérieur de laquelle la différence entre apprenants devient la nouvelle norme dans la manière d'aborder toute activité d'enseignement et d'apprentissage. C'est le point de départ. On ne peut plus faire l'économie de ce savoir-là. Maintenant, on sait que les individus ont tous des manières différentes de se développer.
et que c'est à nous, en tant qu'accompagnateurs, en tant qu'enseignants, de leur permettre de se développer au mieux selon leurs différentes forces et selon leurs différentes capacités. Donc, il y a vraiment cette question-là de communication directe entre l'enseignant et ses élèves pour qu'il y ait une chaîne d'alimentation. Donc, eux nous donnent de la nourriture pour réfléchir à la pédagogie, parce que c'est en se basant sur eux qu'on peut adapter nos cours. C'est pas en pensant tout seul qu'on va magiquement trouver. Bien, des fois, on peut le faire ou en parlant avec des collègues, mais c'est surtout avec les étudiants. Par exemple, je donne un cours de français avec des étudiantes qui sont en éducation à la petite enfance. Donc, quand je donne des exemples concrets par rapport à leur discipline, scolaire. Donc, quand je leur dis à quoi ça sert d'apprendre à lire, d'apprendre à analyser des textes, j'utilise des exemples qu'ils vont pouvoir réutiliser ensuite quand ils vont être devant les jeunes, devant les enfants, quand ils vont être en CPE ou en garderie ou des choses comme ça. Donc, c'est ce type de réflexion-là que la pédagogie inclusive nous amène à avoir. Mais au-delà de ça, donc, chaque personne est à un niveau différent et peut apprendre de manière différente. Il faut prendre ça comme point de départ et non comme un chaos devant lequel baisser les bras et se dire « OK, il n'y a rien que je peux faire, tout le monde est différent. » Donc, c'est de trouver des solutions. L'objectif de la présentation, je vais vous rappeler quelques concepts clés de la pédagogie inclusive. On va amorcer une réflexion sur les applications concrètes de la pédagogie inclusive et on va essayer de favoriser les échanges. Et surtout, donc, dans la deuxième partie, qui va être un peu plus active pour vous, on va faire un petit workshop. Donc, la pédagogie inclusive, dans son idéalisme, elle concerne tous les étudiants d'un collège. Et même, je dirais au-delà de ça, concerne toute l'institution collégiale au complet. C'est une question de posture épistémologique, donc c'est notre rapport au savoir on a un défi par rapport à notre conception du savoir. Donc on a notre conception du savoir en tant qu'expert disciplinaire, et on doit présenter telle chose pour permettre aux étudiants d'atteindre leurs compétences, mais on a notre expertise pédagogique également. Et donc, la pédagogie inclusive, c'est une de ces manières de voir-là, une de ces épistémologies-là qui nous permet de se dire, OK, comment je peux favoriser l'apprentissage chez ces gens-là? J'entendais un de vos collègues dire, notre but, c'est que tous les étudiants réussissent. En effet, notre but, c'est que tous les étudiants aient 100% puis qu'ils soient compétents. Maintenant, on sait que ça n'arrivera pas comme ça, ou en tout cas pas dans l'état que c'est présentement, mais le but reste ça. Donc, notre but, c'est de rendre compétents le plus d'étudiants possible. Et on a des outils pour le faire. Ce n'est pas une pratique uniforme et homogène, c'est une pratique qui est personnelle à chacun, que vous allez développer, que vous êtes encouragé à développer et qui va se modifier selon les saisons. C'est à chaque cours, à chaque session, à chaque nouvelle cohorte, vous allez réadapter, vous allez améliorer votre bagage de connaissances, vous allez avoir un meilleur baluchon d'activités pédagogiques. Mais dans le fond, vous allez réorganiser ça et c'est un peu ça, dans le fond, la posture aussi qu'on adopte en pédagogie inclusive, c'est comme on sait que les étudiants apprennent de manière différente, on va chercher, nous, à s'adapter. Parce que c'est nous qui sommes en position de force. On a la connaissance, on est en posture de leur donner ou de leur transmettre des apprentissages. Donc, nous sommes le plus stable devant eux et eux sont en position d'apprentissage, d'expérimentation, d'anxiété. Ils cherchent à devenir quelque chose dans le monde. Nous, on cherche peut-être encore à devenir quelque chose, mais au moins, on a atteint un certain niveau qui nous permet de les accompagner et d'être la personne qui les soutient dans ce parcours-là. Et comme je disais tout à l'heure, on ne cherche pas à niveler vers le bas, bien au contraire, on cherche à élever la compétence et la capacité de chacun des apprenants.
La conception universelle de l'apprentissage tire sa source dans une pratique architecturale qui s'appelle le Universal Design. Universal Design a des détracteurs, mais quand même l'idée derrière ça est intéressante. On cherche à réfléchir au niveau de la conception à l'intégration des différentes utilisations par les usagers. Donc on voit le très bon exemple ici d'un escalier qui a été réfléchi pour intégrer à l'intérieur de son design la rampe pour les gens qui sont en fauteuil roulant. Il y a également une firme montréalaise qui est super intéressante si vous cherchez Universal Design sur Internet, qui font une iconographie et un placement de l'espace pour nous permettre de comprendre comment utiliser l'espace. Donc, il y a des lignes larges avec la toilette. Donc, on sait qu'en suivant la ligne large, on va se rendre à la toilette. Il y a des niveaux contrastés de couleurs pour nous permettre de mieux lire les informations. Et différentes idées comme ça qui sont mises en pratique, bien entendu, au départ, qui sont réfléchies. Mais c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec la pédagogie inclusive. Donc, quels moyens sont à notre disposition pour permettre aux étudiants d'apprendre le mieux la compétence qu'on est en train de leur apprendre? Parce que, comme je dis, il n'y a pas de truc en pédagogie inclusive. On ne peut pas appliquer une solution parfaite pour tout le monde. Donc, Universal, c'est dans la volonté. On cherche à atteindre le plus de gens possible. Bien entendu, on ne peut pas rendre compétent quelqu'un qui ne fait pas d'effort. On ne peut pas rendre compétent quelqu'un qui ne comprend pas du tout la langue. Donc, il y a quand même des barrières qui nous empêchent d'atteindre le but qu'on se fixe, mais il n'y a rien qui nous empêche de continuer d'avoir ce but-là et de tendre le plus possible vers ce but-là. Donc, on anticipe. Ce concept-là d'anticipation est vraiment important en pédagogie inclusive. On a une petite image ici. Donc, on voit le concierge qui est en train de gratter les marches et le jeune homme en chaise roulante, vous pourriez pelleter la rampe. Et là, le concierge dit, ben non, tous ces gens-là attendent de prendre les escaliers. Et le jeune homme dit, mais oui, mais si vous grattiez la rampe, moi je pourrais monter et tout le monde pourrait monter par la rampe. Donc, c'est cette idée-là qu'on va chercher à trouver des solutions qui vont répondre à plusieurs besoins différents, qui vont permettre à plusieurs apprenants avec des niveaux différents de se rendre au but. Donc ici, c'est le but de se rendre à la porte, mais c'est un peu cette conception-là qu'on cherche à avoir. Qu'est-ce que c'est la pédagogie inclusive? Donc, je ne sais pas si vous avez des téléphones intelligents ou des ordinateurs, vous pouvez aller sur menti.com et entrer le code que vous voyez ici. Je devrais vous voir apparaître au fur et à mesure que vous vous inscrivez. Et si ça ne marche pas, je m'excuse, c'est la première fois que je l'utilise, donc je vous avoue. J'ai fait des tests, ça semblait fonctionner, mais le code est en haut ici. Ah, voilà, donc ça commence à rentrer. Donc vous rentrez vos... Et tout ça est anonyme. Ça vous permet d'être bien honnête dans vos réponses et qu'on puisse regarder ça. Donc vous êtes 12, 2, 4, 6, 8, 10, ah non, 12, 15. Donc, on aurait 11 participants, est-ce que c'est correct? Tout le monde qui voulait participer participe? Oui. Excellent, 12. 11 puis on dit souvent. C'est bon. Fait que portez-vous attention à la qualité du climat de classe, parfois, souvent. Donc, c'est en effet quelque chose qu'on essaie et qui va nous aider à prendre le pouls de notre classe et à adapter, parce que des fois, on se rend compte, on a quelque chose à apprendre, puis notre but, c'est d'enseigner ce qu'on a à leur enseigner. Mais si on se borne à vouloir enseigner à une classe qui n'écoute pas, qui n'est pas présente, qui n'est pas réveillée,
Bien, il y a une dichotomie face à laquelle on est. Donc, l'attention à la classe et à travers la qualité. C'est sûr que les gens qui discutent, parfois, on va les laisser faire. C'est pas d'absolument toujours avoir le 100% de l'attention de tout le monde à tout instant, puis le monde parfait, mais c'est de tendre vers une inclusion maximale de toute notre classe. Donc, représentez-vous les concepts importants par plus d'un moyen. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y avait la question les présentations magistrales, il y a les PowerPoint, il y a les vidéos, il y a toutes sortes de manières donc, à travers lesquelles on peut apprendre. On est rendu 15. Donc, souvent, parfois, ce qui est quand même bien, il n'y a personne qui dit jamais. De plus en plus, on inclut la présentation avec les présentations magistrales. Donc déjà là, on a deux manières d'apprentissage. On a le texte informé, puis les concepts qu'on veut leur apprendre. Il y a la parole qui est quand même une bonne manière aussi de transmettre de l'information. Mais donc, comme je disais, on peut créer des vidéos, on peut créer des bases de données, on peut... Tout dépendant ce que l'on enseigne et la créativité et le réseau qu'on peut avoir. Donc, on peut trouver des nouvelles manières de transmettre nos informations. Donc, c'est d'essayer d'en privilégier plusieurs, justement pour permettre aux étudiants de pouvoir grappiller, de pouvoir choisir, parce qu'on sait qu'ils ne les utiliseront pas tous. Mais si on en a un super stimulé qui veut lire tel livre, bien, s'il ne l'a pas, il va rester à son niveau, tandis que s'il a l'opportunité d'aller chercher le livre, il va justement pouvoir aller plus loin dans son apprentissage. Pour lier les notions entre elles, utilisez-vous des stratégies telles que des schémas, des questions incitatives, des exemples. Dans ce cas-ci, c'est pour les étudiants, tout ça est abstrait. De leur point de vue à eux, ce qu'on leur apprend, ça n'a aucun lien. Puis ils vont chercher à trouver ce lien-là. Puis s'ils ne le trouvent pas, ça va jouer sur leur motivation. Donc, de relier les choses entre elles, de relier les notions entre elles, et pas seulement entre elles, mais également avec la réalité qu'ils vont avoir à vivre, et de créer ce pont-là, donc, de ce niveau d'abstraction-là où ils n'ont aucun lien, à un lien futur qu'ils vont utiliser dans leur profession. Donc, c'est à nous de les amener à réfléchir à ça. On peut pas, je peux utiliser une comparaison. Si on arrive, si on est habitué à avoir de l'art figuratif toute notre vie, puis tout d'un coup on arrive devant un Picasso ou devant un abstrait, on comprend rien. On peut apprécier ou non selon notre sensibilité, mais on ne comprendra pas. Donc, de la même manière qu'il y a un apprentissage en art pour comprendre les concepts esthétiques, il y a un apprentissage qui est à faire pour relier les notions entre elles et comprendre comment ça s'articule pour les élèves. Donc, c'est à nous également de les aider à avancer vers ça. Donc, rendez-vous disponibles les textes et notes de cours en format numérique. Donc, encore une fois, ici, la question, c'est de permettre d'ouvrir les notions aux étudiants, de leur permettre d'aller chercher le plus d'informations selon leurs besoins. Encore une fois, comme je dis, c'est clair que ce ne sera pas tout le monde qui va se jeter sur les notes de cours, mais ils y ont accès. Et pour nous, ça ne nous prend pas plus d'efforts de les créer que de les créer et de les mettre
de les rendre disponibles. Donc, s'il y a des notions sensibles qu'on préfère conserver, on peut en effet faire une version où les liens sont pas indiqués. Fait qu'on peut retenir certaines informations qu'on veut pas brûler. Par exemple, Isabelle, quand elle fait les présentations, Isabelle, la personne que je remplace, donc qui était la chargée de projet avant moi, elle envoyait au prof une première version sans les liens, sans les hyperliens des présentations, pour leur permettre justement avant coup d'englober un peu quel était le savoir qu'elle allait transmettre. Mais ensuite, à l'intérieur de sa présentation, tous les liens, les hyperliens des concepts qu'elle avait sont intégrés, et donc elle envoyait cette deuxième version-là après coup au prof pour qu'ensuite il puisse avoir les liens vers les outils. Donc, moi, personnellement, j'ai fonctionné différemment parce que j'ai décidé d'y aller avec Prezi. Prezi ne permet pas autant de facilité pour organiser différents degrés comme ça, avec les liens ou sans liens. Donc, j'ai fait une présentation qui va vous être transférée par la suite avec les hyperliens. Mais donc, c'est ça, il y a différentes manières qu'on peut fonctionner, et c'est un choix personnel. Donc, Isabelle préférait fonctionner avec PowerPoint et fonctionner de cette manière-là. Moi, j'ai préféré fonctionner. Donc, ça aussi, c'est une portion importante de la pédagogie inclusive. On ne cherche pas à penser seulement aux étudiants puis à s'oublier. Il faut que tout le monde soit confortable. Il faut inclure, puis quand je disais que la pédagogie inclusive cherchait à intégrer toute l'institution, c'est ça aussi. Donc, autant l'administration, la direction, que le personnel de soutien, les usagers des espaces du collège quand il y a des usagers externes, les profs et les étudiants. Donc, on essaie de penser à tout ce monde-là. Bien entendu, on ne peut pas répondre à tous les besoins, mais on tend vers une plus grande inclusivité. Offrez-vous des lectures et exercices supplémentaires pour les étudiants qui avancent plus rapidement? Ah. Donc, c'est intéressant ici, c'est vraiment plus partagé. C'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement à faire parce que quand on enseigne, souvent on va focusser sur les élèves qui ont de la difficulté. Puis les élèves qui sont bons, oui, on peut avoir des discussions avec eux, mais on ne pensera pas nécessairement à eux quand on va être à l'extérieur de la classe. Donc, à l'extérieur de la classe, on va être avec nos problèmes. On va arriver, bon, qu'est-ce que j'ai enseigné? Comment je vais pouvoir leur enseigner ça? Donc, on referme notre vision à la tâche à accomplir, si on veut. Si on prend juste un peu de recul, on se dit, OK, bien, on a toutes sortes de ressources, on a toutes sortes d'élèves. Si on veut pouvoir profiter de ces ressources-là, parce qu'un élève stimulé, un élève brillant, c'est une ressource. C'est quelqu'un qui peut vous aider en classe. Donc, sans nécessairement le marginaliser, donc sans nécessairement en faire un chouchou, parce que c'est vraiment pas ça que je suis en train de parler présentement. Quelqu'un qui a compris peut vous aider à faire comprendre la matière juste par le fait qu'il ait compris. Donc, de nourrir ces personnes-là également, ça devient un réflexe qu'on peut avoir pour quand on construit nos cours. Donc, de penser à, OK, bien, moi, j'ai utilisé ces choses-là qui sont plus avancées, qui sont peut-être de niveau universitaire. S'il y en a qui sont intéressés, s'il y en a qui trouvent qu'ils n'en ont pas eu assez, allez là-dedans, puis si vous avez des questions, posez-moi-les, mais comme ça, au moins, ils peuvent entreprendre tranquillement et y aller à leur propre rythme. Donc, on leur met pas de barrière à leur apprentissage. Incluez-vous le temps supplémentaire dans le temps prévu pour les évaluations? Donc, le temps supplémentaire pour les étudiants, justement, en situation de handicap, souvent qui ont des plans d'intervention. Donc, il y a un temps supplémentaire à leur donner à eux, mais est-ce que vous l'incluez dans votre évaluation pour les retenir en classe? Non. Mais il n'y a pas de nom, là, j'aurais dû le mettre, mais... C'est comme donc, mettons que ton examen est 1 heure, puis que l'autre a
33%, il faudrait mettre comme un air 33 pour tout le monde? Ouais. Non, on ne pourra pas. On pourrait. Ben oui. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Le 33%, il est déjà inclus, fait que là, il va demander encore 33%. Ça, c'est une mauvaise conception. Bon, merci. C'est une mauvaise conception, mais sinon, c'est super intéressant parce que ça reflète un manque de communication entre les différentes instances, puis un manque de compréhension de comment la mesure fonctionne. Et c'est vraiment pas grave. Moi, je veux dire, il y a beaucoup de profs qui pensent ça. Je suis content que vous le verbalisiez. Donc, quand vous concevez un examen, vous dites c'est un examen de 2 heures. Donc, le temps de l'examen est 2 heures. Maintenant, si vous laissez 4 heures à vos étudiants pour faire un examen de 2 heures, c'est quand même un examen de 2 heures. Maintenant, le travail est d'expliquer à l'étudiant, je laisse le temps supplémentaire à tout le monde. Donc, je veux que tous les étudiants soient dans ma classe quand ils font l'examen. Donc, ça n'empêche pas du tout les étudiants qui sont bons, qui ont étudié, de faire leur examen dans le temps. Mais les étudiants qui ont des troubles, qui ne sont pas... parce que ça, c'est une réalité qui est assez impressionnante aussi. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de diagnostic, mais qui ont des troubles d'apprentissage. Pour différentes raisons, que ce soit de classe sociale ou de compréhension, ou juste ils n'ont pas reconnu ça encore chez eux. Le temps pour faire un examen, puis maintenant, c'est une possibilité. Je ne suis pas en train de dire à demain, donner du temps supplémentaire à tout le monde. Il y a quand même des balises de base à conserver. Donc, si votre examen a une importance à être fait en un certain temps, de par la compétence qui est développée, bien là, ça serait une très mauvaise idée de laisser le temps à tout le monde. Mais par contre, quand il n'y a pas réellement quand c'est arbitraire, le temps, il n'y a pas de raison de l'imposer comme ça. Et comme on disait, on cherche et c'est selon les sensibilités de chacun aussi, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je suis en train de dire là, et ça serait très correct aussi. Puis je comprendrais leur réticence. Mais donc, c'est une possibilité. Et on veut s'ouvrir à ces possibilités-là, oui. T'es pas d'accord? Non, mais c'est bien. Puis comme je dis, la pédagogie inclusive, c'est pas des trucs, c'est des choses personnelles qu'on fait selon notre sensibilité et selon notre expertise, et c'est nous les experts dans la classe. Donc c'est à nous de trouver quelles sont ces choses-là. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous présenter la panoplie des choses qui se font. Parce que selon vos disciplines, la question temps n'a pas nécessairement, parfois elle peut l'avoir, mais parfois elle n'a pas nécessairement d'impact réel. Fait que je serais bien mal avisé de ne pas vous ouvrir à cette possibilité-là. Mais maintenant, c'est vous, dans vos classes, à décider, ben non, moi je trouve que ça n'a aucun sens, ça ne s'applique pas, puis je préfère que mes étudiants en situation de handicap aillent faire leur examen à l'extérieur. C'est sûr que c'est moins plaisant parce qu'ils n'ont pas accès aux profs pendant l'examen, mais au moins c'est un moins pire mal. Puis ça serait légitime tout à fait de penser à ça. Est-ce que j'avais vu une autre main levée? Non? OK. Oui? Sous un autre angle, est-ce qu'on peut, par exemple, pendant l'examen, quand l'enseignant lui se rend compte que finalement son examen va prendre plus de temps que ce qu'il avait prévu, est-ce qu'on peut s'ajouter instantanément? On pourrait. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça dans nos classes. Bien entendu, ça prend une raison pédagogique pour modifier notre plan de cours, parce que c'est quand même le plan de cours qui vient un peu baliser tout ça, mais ça se justifie. Je veux dire, nous sommes les usagers. Les règles sont là pour baliser nos usages. Elles ne sont pas là pour nous enfermer dans les usages. Maintenant, chaque institution va fonctionner différemment. C'est de vérifier avec vos directions adjointes, vos conseillers pédagogiques, de poser ce type de questions-là. Est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce que ça dérangerait? Mais quand on justifie pédagogiquement, il n'y a pas de... On peut amener des modifications à notre plan de cours, mais c'est d'amener et de le faire de façon transparente.
pour pas qu'il y ait de personnes qui soient... mais ça arrive. Moi, j'ai vu beaucoup de profs qui ont décidé de rajouter un 15-20 minutes parce que toute la classe avait pas réussi. Puis, à ce moment-là, les gens qui étaient en situation de handicap avaient un 33% ou un 50% sur ce 15 minutes-là, en plus du 15 minutes. Donc, il fallait aviser. Puis ça, c'est quelque chose aussi. Quand vous êtes dans votre classe, il ne faut pas oublier vos élèves qui sont en classe d'examen surveillée pour à UNSIC, ça s'appelait le CED, je ne sais pas chez vous comment ça s'appelle. Donc, il y avait des salles réservées pour les étudiants qui ont des plans d'intervention. Donc, c'est de trouver ça. Pourquoi ça, les classes réservées? Je comprends pas. Ben, dans le fond, au Collège UNSIC, il y a 9000 étudiants. Ils ont dû penser à un espace physique pour accueillir les étudiants en situation de handicap parce que un prof qui donne un examen de 3 heures, pendant ces 3 heures de cours, l'étudiant qui a un 33% ou 50% n'a pas accès à la classe pendant tout ce temps-là. Donc, il était renvoyé à cet espace-là qui était que des salles d'examen avec des surveillants pour faire l'examen avec tout son temps supplémentaire. Est-ce que le professeur ne pouvait pas étendre lui son temps? Ben, le professeur choisissait de ne pas étendre son temps. Il aurait pu aussi. Il aurait pu. Il y a des, non, c'est ça. Toutes les pratiques sont aussi vastes que le nombre de personnes. Fait que oui, il y a des profs qui disent ben, OK, moi j'ai la classe 3 heures, l'examen est 3 heures, mais les 33-50%, on s'en va dans mon bureau après, puis vous vous installez dans mon bureau, puis je continue. Mais il y en a d'autres qui se disent ben moi je suis là 3 heures, je suis payé 3 heures, ton temps supplémentaire, je veux bien que tu l'aies, mais c'est pas à moi de le surveiller. C'est légitime aussi. Il y a des réalités de vie et de travail qui viennent informer nos décisions. Et encore une fois, le mot-clé, c'est la transparence. Donc, c'est de ne pas oublier les gens, puis d'être honnête et clair dans ce qu'on veut. Donc, si on est payé 3 heures d'enseignement, ben, il y a une question d'inéquité administrative. On peut le prendre sur nous. Il y en a qui sont tout à fait à l'aise de le donner bénévolement. Il y en a qui ne sont pas à l'aise, qui n'ont pas l'énergie, qui n'ont pas les ressources pour faire ça, puis ils ont tout à fait le droit aussi. Donc, c'est de réfléchir à ces différences-là et de dialoguer ensemble pour les amener. Oui, ça répond. Oui. Bonjour, alors je me présente, Michel, je suis la directrice des études du Collège André Grasset. Donc, avec vous, je veux juste faire peut-être d'ajouter un détail. Absolument. C'est sûr qu'au Collège André Grasset, sur 1000 élèves, on en a 200 qui ont des diagnostics. Donc, et de par la loi, je pense que vous le savez tous, on est obligé de donner 200 sur c'est assez énorme. Donc, on a un service d'aide comme ça où la passation d'examen se fait pour toutes sortes de raisons. Parce que souvent, le prof enseigne 2 cours, un après l'autre, il ne peut pas rester avec ses étudiants. Les locaux sont très occupés, donc tu ne peux pas rester non plus. Puis à la quantité, ils ne peuvent pas aller dans le bureau du prof. Mais par contre, il y a certains professeurs qui le font aussi. L'idée d'ajouter le temps, c'est-à-dire de permettre à tout le monde d'avoir le même temps, même si tu n'as pas de diagnostic. On l'a appliqué quand il s'agissait des mini-tests. Un mini-test qui dure 15 minutes. On ne va pas prendre les 12 étudiants de notre classe, les envoyer en bas au service d'aide, les ramener en haut. Ça fait les professeurs ont pensé que ça serait... Ils ont toutes sortes de façons de faire, mais un des éléments, c'est de dire, bon, ben, le mini-test dure 15 minutes. Je l'ai pensé pour un test exemple de 10 minutes. Un étudiant normalement constitué, capable de répondre en 10 minutes. Mais je donne 15 minutes à tout le monde. Il n'y a pas personne qui a le droit de sortir avant 10 minutes. Il ne faut pas que ça se mette à sortir et que ça stresse tout le monde. C'est une façon de travailler les choses. Comme c'est une obligation, ben, on cherche des solutions. Puis, vous comprendrez, et quand on est rendu à 200, on avait un local d'examen, ça commence à plus être suffisant. C'est pour ça qu'on essaie d'aller vers des pédagogies universelles qui vont répondre à tous les besoins. C'est comme ça qu'on s'en va vers ça, parce que, à un moment donné, répondre à chacun, puis en le faisant, on répond à tous ceux qui n'ont pas de diagnostic, qui sont aussi énervés, ils ont toutes sortes de raisons pour avoir besoin de plus de temps que les autres. Ouais. Puis on s'entend, l'évaluation, c'est une situation qui
qui est exceptionnel. Donc, excepté en entrevue d'embauche, on n'aura pas de moment comme ça où on doit répondre à des questions et donc ça reste superficiel comme manière d'évaluer. On choisit, on essaie de réfléchir nos évaluations. Il y a une science pour ça, pour réfléchir nos évaluations, et chacun, on essaie de faire au mieux, mais ça reste arbitraire, ça reste un choix. Et justement, on va en parler un peu plus tard dans les techniques, mais le but, c'est que les étudiants atteignent une compétence. Maintenant, atteindre cette compétence-là, est-ce qu'il y a juste un chemin pour s'y rendre ou il y en a plusieurs? Probablement qu'il n'y en a pas juste un. Quand, par exemple, cours de français, c'est écrire un texte de 750 mots, une analyse littéraire. La compétence est nette, claire, précise. Si l'étudiant n'écrit pas un texte de 750 mots, il n'a pas atteint sa compétence. Donc, il n'y a qu'une seule manière d'évaluer cette compétence-là. Mais quand la compétence, c'est développer l'esprit critique, bien, développer l'esprit critique, ça se fait à travers une dissertation, ça se fait à travers un vidéo explicatif, ça se fait à travers un podcast donc, c'est à nous de réfléchir à comment, selon les interprétations de vos départements et de votre institution, comment vous pouvez répondre, comment vous pouvez trouver des nouvelles manières d'évaluer qui soient pas arbitraires. Mais donc, on va y revenir un peu plus tard à tout ça. Donc, on a nos joueurs 7, 8, parce que là, il va y avoir du temps pour répondre. C'est bien le fun. C'est bon, on part. Donc, la pédagogie inclusive répond seulement aux besoins des étudiants en situation de handicap. Vrai ou faux? 10, 9, ouais. Tout le monde a voté. Oui, c'était pas en même temps. Donc, tout le monde a dit faux. Il y a même des points selon la vitesse de réponse. Donc, c'est faux, en effet, mais ça je l'avais dit un peu au début. Donc, la pédagogie inclusive ne cherche pas à répondre seulement aux étudiants en situation de handicap. Ah, ben oui, il y a juste une personne qui a écrit son nom. Et donc, c'est ça, on ne cherche pas à ne répondre qu'aux étudiants en situation de handicap. Les étudiants en situation de handicap, en état des cas exemplaires, nous permettent de sortir de notre boîte. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé dans plusieurs recherches, plusieurs scientifiques ont vu des questions qui sortaient de l'ordinaire, donc en psychiatrie, en psychologie surtout, qui nous ont permis d'ouvrir notre champ de connaissances à différents usages, à différentes manières d'être, et qu'on se rend compte qu'ils sont à différents degrés chez des personnes qui sont dites typiques, qui sont dites normales. Mais donc, ces cas exemplaires-là nous permettent de réfléchir, de sortir de notre petite boîte, de notre petite habitude, pour penser à des nouvelles manières de transmettre l'information. L'anticipation des barrières est l'un des concepts importants de la pédagogie inclusive. Donc, c'est vrai. Tu vas juste voir les points. Là, c'est les nouvelles personnes, donc qui tout ça change. Donc, en effet, l'anticipation des barrières, c'est un des concepts les plus importants de la pédagogie. C'est en amont que ce travail-là se fait. Bien entendu, il y a un travail je sens que je vous ai perdu, là. Vous avez regardé tous les noms.
Mais anonyme et plus rapide que tous. Oui, c'est la première, la vitesse de réponse. La vitesse de réponse. C'est ça. La vitesse de réponse est bien sûr si la réponse a été bonne ou non. Donc, une personne qui répond vite mais qui répond mal n'aura pas le même point que... C'est bon. Oh, il connaît Ben là! Non. Donc, c'est ça, comme je disais, si je peux avoir votre attention. Il y a un travail en amont qui est super important. Donc, il faut se donner le temps, se donner les ressources et institutionnellement. Donc ça, c'est un combat qui est amené. On s'entend qu'un chargé de cours qui apprend fin août, qui donne un cours 2 jours après ou 3 jours après, n'a pas le même temps qu'un prof à temps plein pour préparer son cours. Donc, chacun, on a nos niveaux, nos degrés. Par contre, le chargé de cours sait qu'il veut redonner ces cours-là, donc il peut quand même commencer à réfléchir à ses manières d'enseigner, ses manières d'apprendre et à quel cours il est en train d'appliquer. Donc, il n'y a rien qui nous empêche ça. À TAV, ça a l'air que ça ne s'est jamais fait, mais moi, je suis arrivé à mon entrevue d'embauche avec un plan de cours. Parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait. C'était la première fois que j'allais en entrevue pour être chargé de cours. Fait que je me suis dit, je vais me donner des chances, je vais m'amener un plan de cours. J'ai déjà commencé à réfléchir. Puis ma formation me permet de monter un plan de cours en pas trop longtemps. Fait qu'en 2 jours, j'ai monté un plan de cours. Je suis arrivé à mon entrevue d'embauche. Tout le monde était ébahi parce qu'ils n'ont jamais vu un chargé de cours arriver avec un plan de cours pour un cours qu'il n'a jamais donné. Mais donc, c'est à nous. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Et dans la mesure, bien entendu, dans les balises dans lesquelles on vit, dans la société dans laquelle on vit, mais on peut trouver les solutions qu'on veut pour se donner le moyen puis l'espace pour être bien. Parce que dans le fond, si on n'a pas de temps pour préparer nos cours, puis qu'on est toujours à l'arrache, puis qu'on est toujours à la dernière minute, tout ça va se sentir sur nous, sur notre qualité de vie, mais aussi sur notre qualité d'enseignement. Quand on prend le temps à tête reposée de se dire, OK, voici ma séquence pédagogique, voici la compétence, de quelle manière on peut se rendre à cette compétence-là. Donc, il y a plusieurs chemins, mais il y a des points charnières. Donc, on identifie nos points charnières, on identifie nos connaissances savantes qui sont essentielles. On identifie le type d'activité qu'on peut trouver. Et là, on organise ces choses-là. Donc, c'est à nous de se donner les moyens d'être à l'aise. Et ensuite, une fois rendu en classe, bien, imaginez, là, vous passez d'un cours que vous donnez en magistral pendant 3 heures à un cours où vous donnez 20 minutes de magistral, puis vous les faites travailler, puis ils apprennent mieux. C'est une possibilité, où vous faites 1h30 de magistral, 1h30 de travail, ou encore un 3 heures où ils ont dû préparer leur cours en classe inversée, donc ils ont toutes lu l'information et vous faites un carré d'experts dans votre classe où chaque groupe doit présenter un élément des notions essentielles et ensuite vous faites un grand retour là-dessus. Donc, on peut trouver des manières de se libérer de l'espace, de se libérer du temps, de se libérer de la voix aussi, parce que 3 heures à parler, on s'entend que c'est pas tout le monde qui a les cordes vocales d'un chanteur. Donc, c'est de trouver, de se donner ces manières-là, et une des meilleures manières, c'est de prendre du temps en amont pour préparer notre séquence pédagogique. La pédagogie inclusive permet la modification des compétences ministérielles. Ça a répondu vite à ça? Ça prend pour acquis que ça sera plus facile pour les profs qui sont à temps plein que pour le monde qui sont chargés de cours. Absolument. C'est ça. Mais on a travaillé sur des plans de cours des semaines en avant. Absolument. Je sais. C'est ma réalité aussi. Oh, il y a 3 personnes vraies. Donc, ces 3 personnes se sont trompées. Je m'excuse de vous le dire. Donc, la pédagogie inclusive ne permet pas. Il n'y a rien qui permet de changer une compétence ministérielle, excepté je ne sais pas comment vous appelez ça, mais dans le fond, quand vous faites des révisions de programme. La révision de programme peut arriver avec une modification de compétences. Mais sinon...
Parce que dans une révision de programme, on aurait pu changer. OK. Mais la pédagogie inclusive, elle, ne permet pas de changer une compétence. Donc, il n'y a pas rien qui permet de changer les compétences, mais la pédagogie inclusive ne permet pas ça. Et les accommodements non plus. Donc, les accommodements, on a un devoir en tant qu'institution d'enseignement de répondre aux besoins au plan d'intervention. Toutefois, quand le plan d'intervention vient en complète contradiction avec la compétence, bien, il y a un dialogue qui est nécessaire. Parce que si on fait juste se braquer dans nos positions puis dire « Non, 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 moi dans ma classe, ça ne marche pas de même, il n'y a pas d'accommodement possible, la compétence ne permet pas ça, puis de toute façon, moi, je trouve ça aberrant de penser comme ça », bien, il n'y a rien à faire. On ne peut pas avancer avec ça. On est pris avec cette situation-là et, comme je disais tout à l'heure, on est pris avec le fait qu'on a différents types d'apprenants devant nous. Il faut accepter ces faits-là. C'est un état de fait de base. On part de ça. Donc, si on veut s'en sortir, si on veut trouver une manière de vivre bien là-dedans, bien, c'est d'essayer de trouver des solutions ensemble. Et le réseau est vraiment important à ce niveau-là. Oui. Comment dans les études, avec des mesures spéciales, sont diagnostiquées, sont intégrées, sont traitées, on en tient compte, puis on développe des stratégies pour ça. Ouais. Et comment sont transférées dans le marché du travail ces mesures spéciales-là? Bien, ça dépend. Comme je disais tout à l'heure, c'est que l'école, ça... Excuse-moi, oui. Juste ma question. J'ai parfois des collègues, des professeurs qui posent la question, qu'est-ce qui va se passer sur le marché du travail si tu as 1 heure pour faire ça, mais que ça en prend 2? Est-ce que tu vas dire, ben moi, je suis TDAH, donc, ou TDAH, donc, est-ce que je peux bénéficier d'1 heure de plus? Je comprends tout à fait la question. C'est quelque chose que j'entends souvent là. Je ne sais pas si ça existe ou s'il y en a qui ont des exemples où ça se passe comme ça, mais la question se pose quand même. La question se pose. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le marché du travail? Moi, ça me prend 4 heures pour faire ça. Non, mais parce que sur le marché du travail, il n'y a pas 4 heures. Mais moi, je ne l'aime pas, cette question-là, mais non. Elle est là-dedans. Elle est légitime. C'est une bonne question. Pour l'informatique, il n'y a pas de problème, là. C'est pas tout le monde qui va faire des nouveaux produits. Il y a du monde qui n'aime pas ça travailler en public. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont travailler. Il y a ça. J'ai jamais travaillé avec personne, il n'y a aucun problème en informatique. Mais je sais pas les autres. Non. Il y a plusieurs réponses à ça. La première chose, c'est comme je disais, il ne faut pas se rappeler que l'école et les évaluations sont arbitraires. On essaie de penser les meilleures manières possibles d'évaluer. Mais des évaluations, ça n'arrivera plus dans la vie. L'épreuve uniforme de français, ça arrive une fois, puis plus jamais on va avoir à ça. Chaque individu va avoir à se trouver un endroit dans la société. Maintenant, si en effet un étudiant qui est TDAH ou pas a un deadline de job, bien, il va devoir respecter son deadline de job, mais on n'est pas une job. On est un développeur de compétences. On veut s'assurer qu'il devienne compétent. Donc, il y a quand même une distinction, il y a quand même un shift qui se fait ici. Donc, c'est de trouver des manières de développer des outils et des méthodes pour répondre à ces diversités-là. Dans mon cours je donne 3 cours, mais 3 cours complètement différents. Donc, dans mon cours de Humanities, de philo en anglais, tous mes travaux se font à la maison. Je me suis arrangé pour que ça soit impossible de tricher, puis qu'ils puissent utiliser le temps qu'ils veulent, les ressources qu'ils veulent, qu'ils puissent se parler entre eux, et même je l'encourage, parce que le travail, la manière que j'ai bâti ma grille d'évaluation demande un travail réflexif personnel. La manière que j'ai présenté mon travail, ils ne peuvent que réfléchir par eux-mêmes, parce que s'ils ne le font pas, ça paraît tout de suite. Et c'est pas gagnant parce que j'ai inclus ça dans mon évaluation. Donc, c'est d'essayer de trouver des manières parce qu'il y en a. Il y a des choses en effet qui sont complètement impossibles. S'il y a dans les techniques souvent, il y a des trucs tellement précis qui sont les compétences. On ne peut pas passer à côté. Fait que si tu n'es pas capable, tant pis, c'est triste, mais on peut pas changer ça parce que c'est nécessaire pour se rendre à la compétence. Par contre, on peut te donner le plus d'outils possible pour essayer de l'atteindre. Mais après ça, ça va être aux étudiants de se rendre compte de leurs forces, de leurs faiblesses
et en effet de trouver des espaces de travail qui vont être pour eux. Mais ça ne veut pas dire que cette tâche-là, qui est restreinte dans le temps, va se retrouver dans leur vie. Fait que c'est quand même, il faut relativiser à ce niveau-là. Je ne dis pas de tout effacer. On va le retrouver quand même dans la vraie vie. Absolument. Mais on en a déjà. On a déjà des médecins TDAH puis Asperger. Oui. On en voit. J'en ai croisé, puis c'est des gens brillants qui fonctionnent bien, mais qu'ils sont hyper stimulés tout le temps. Fait qu'ils fonctionnent selon leurs connaissances puis selon leur manière. Et commence pas à leur expliquer pendant 30 minutes ton problème, parce qu'ils t'écoutent plus. Mais donc, c'est des réalités comme ça. On fait déjà face. La grosse distinction aujourd'hui, c'est justement ça, c'est qu'on souligne tout ça. On dit, toi, tu es TDAH, toi, tu es Asperger, toi, tu es dans une chaise roulante. On les nomme. Ça a une valeur de reconnaissance qui est très positive, mais ça a aussi une valeur de marginalisation puis d'enfermement. On les enferme dans ces boîtes-là. Puis ça, c'est dangereux. Donc, c'est absolument essentiel de les nommer. C'est absolument essentiel de ne pas les marginaliser. C'est ce travail-là qu'on a à effectuer. On espère cette même ouverture. Absolument, absolument. Aussi, ouais. Oui, puis il y en a. Il y a des entreprises qui engagent des Asperger, puis des autistes, puis des hauts niveaux de fonctionnement ou des anxieux. Je veux dire, combien d'anxieux dans la classe? Moi, je peux le dire tout de suite. On a ces réalités-là, on s'arrange avec. On trouve... Puis notre grosse job, c'est là que le réseau est important parce qu'on n'a pas toujours les compétences pour faire ça. C'est d'aider nos étudiants à passer à travers ça. Donc, souvent, on va se rendre compte qu'un étudiant qui a un trouble, un plan d'intervention, une des grosses portions, c'est l'anxiété. Mais l'anxiété, c'est pas juste du monde qui ont des diagnostics qui ont ça. Fait que comment on peut trouver des manières pour désensibiliser cette anxiété-là? Ben, quand on a des manières, ça va, mais si on n'en a pas, on n'est pas tout seul. On trouve des collègues, des professionnels à qui discuter pour trouver des manières. Puis les conseillers en services adaptés sont une bonne ressource pour ça. Mademoiselle. J'étais dans mon iPad, Non. mais moi, j'ai jamais vu ça, un plan d'intervention. Ça arrive. Il n'y en a pas beaucoup avec l'informatique. J'ai jamais vu ça de... Je pense qu'on est pas Ben, ça dépend les places. Oui, mais ils sont pas de plan d'intervention. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de plan d'intervention, ça veut peut-être dire qu'il n'y en a pas besoin dans votre classe. C'est ça que moi, je ne sais pas. Absolument, parce que le plan d'intervention, c'est au loisir de l'étudiant de vous le donner. Donc, s'il veut avoir ses plans d'intervention, s'il veut que ça soit appliqué, il doit le donner au prof. Okay. Mais s'il n'en sent pas le besoin, il ne le donnera pas. C'est vrai qu'on n'a pas vu. Fait que, non, mais ça dépend. Ben, ouais, mais ça dépend. Okay. Parce qu'on a juste... Mais c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr que vous en avez dans vos classes, mais ça ne veut pas dire qu'ils le disent. Monsieur, puis après ça... En fait, si je peux me permettre, c'est tout le monde le thème des problèmes à santé à tous. Sur Omnivox, maintenant, les étudiants qui ont le diagnostic, l'information est rentrée sur Omnivox. Ah. Si vous allez sur la liste des étudiants, vous allez voir quel est leur diagnostic, quelles sont les mesures qu'on leur accorde. Tout ça, c'est informatisé. Ah. On y a accès sans même nous envoyer un courriel. OK. Ça demeure confidentiel. Ben, on le sait, les autres étudiants ne savent pas. Non, c'est ça. C'est tout sur le Mais c'est ça, quand ils signent le plan d'intervention, habituellement, ils signent un formulaire pour permettre la distribution de cette information-là à l'interne. Monsieur. La pédagogie inclusive n'étant pas homogène, Oui. comment se fait l'identification des besoins pour le type de pédagogie inclusive par étudiant? On a puis on va les voir dans le workshop tout à l'heure, il y a toutes sortes de ressources, toutes sortes d'activités qui existent. Puis je vais justement vous demander la première activité qu'on va avoir à faire, ça va être une activité justement d'essayer d'organiser cette information-là. Donc, quels sont les types d'activités qui répondent à tel type de problème? Donc, on va pouvoir travailler ça tout à l'heure. Vous avez une question aussi ou un commentaire?
En fait, je voulais dire au niveau de la confidentialité, en fait, c'est le trouble qui est confidentiel, mais l'accommodement qui est connu via l'Inbox. Okay. On vous dit quel est l'accommodement qui doit être donné à l'étudiant, mais libre à l'étudiant de donner. Vous informer si c'est un TDA, TDA. Wow!